Lors du dîner de remise des diplômes de ma fille, elle a mis son petit ami à ma place. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas resté. Je n'ai jamais décroché. Mon compte de retraite a dépassé les 8 chiffres l'année de mes 62 ans. Je l'ai construit à l'ancienne. 31 années de contrat de génie civil, d'appels d'offres de comté, de matins très tôt et de poignées de main qui engageaient le public ici. J'ai survécu aux récessions, aux mauvais associés et aux pires conditions météorologiques. J'ai coulé des fondations en février et conclu des accords dans des salles de conférence où la partie adverse pensait que mon âge était un handicap. Rien de tout cela, pas une seule année de cela, ne m'avait préparé à ce qui s'est passé lors du dîner de remise des diplômes de ma fille. En bout de table, sur la chaise devant laquelle une carte pliée portait mon nom, était assis le petit ami de ma femme. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai touché à rien. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de cette salle à manger privée pendant ce qui m'a semblé être un long moment, mais qui a probablement duré moins de 10 secondes. Ensuite, je me suis retourné, j'ai traversé le restaurant, j'ai rendu mon ticket au voiturier et je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, ma femme m'a appelé 41 fois. J'ai regardé l'écran s'allumer sur le comptoir de la cuisine et je n'y ai pas touché une seule fois. Le dîner avait lieu chez Marcelino, un restaurant italien en dehors de Columbus que ma fille adorait depuis l'âge de 9 ans. Nappe blanche, bougies et photophores en verre. Le genre d'endroit où le pain arrive chaud et où le propriétaire travaille encore en salle le week-end. Nous y avions fêté chaque anniversaire pendant 20 ans. Cela semblait approprié pour une remise de diplôme. Ma fille venait de terminer son doctorat en sciences de l'environnement à Ohio State. 6 années de travail, un article déjà publié. Un poste l'attendait dans un institut de recherche à Seattle. Ma femme et moi avions gentiment débattu pendant une semaine au sujet du choix du restaurant. Elle voulait quelque chose de plus récent. Trandia. J'avais dit Marcelino et elle a fini par accepter. À l'époque, je pensais qu'elle se montrait indulgente. Je comprends maintenant qu'elle avait d'autres raisons d'accepter tranquillement. J'avais conduit séparément ce soir-là parce que j'avais eu une réunion avec mon ancien partenaire commercial qui s'était prolongée. J'ai envoyé un message à ma femme à 6:15 pour lui dire que j'arrivais dans 15 minutes. Elle n'a pas répondu, ce que j'ai remarqué et ignoré. Elle s'occupait probablement des invités. Je me suis dit, être une bonne hôtesse, c'est quelque chose pour lequel elle a toujours été sincèrement douée. L'hôtesse m'a reconnu et m'a conduit vers la salle du fond. J'ai entendu des voix avant qu'elle n'ouvre la porte. Ma fille qui riait. Le baryton profond de mon gendre. La sœur de ma femme qui parlait par-dessus quelqu'un. Des sons chaleureux. Des sons familiaux. La porte s'est ouverte. La pièce comportait 14 places assises autour de tables rondes avec une composition de bougies au centre. Tout le monde en était déjà aux entrées. Ma fille a levé les yeux de l'autre côté de la table avec une expression compliquée que, sur le moment, j'ai interprétée comme de la surprise. Plus tard, j'ai compris que c'était de la culpabilité. Il était assis sur ma chaise. Il avait peut-être 45 ans. Des épaules larges, le genre de bronzage que l'on obtient grâce au loisir plutôt qu'au travail. Je ne connaissais pas encore son nom. Ma femme était assise à sa gauche, assez près pour que leurs bras se touchent. Sa sœur était assise en face d'eux, fixant son assiette. Mon gendre était devenu très immobile. Ma femme m'a regardé. Quelque chose a traversé son visage, pas du choc, pas même de la gêne. Puis elle a souri prudemment. Tu as réussi à venir. Nous avons commencé sans toi. La nourriture refroidissait. J'ai regardé l'homme sur ma chaise. Il ne s'est pas levé. Il m'a fait le genre de signe de tête que font les hommes lorsqu'ils essaient d'établir qu'ils ont leur place quelque part. Je me suis avancé vers la table. J'ai posé l'enveloppe que je portais. À l'intérieur se trouvait un chèque pour le fonds de recherche de ma fille. Assez pour couvrir sa première année de travail sur le terrain en toute indépendance. Et je l'ai placé devant elle. Félicitations, ai-je dit. Je suis fier de toi. Elle a commencé à dire quelque chose. Je n'ai pas attendu. Bon dîner, ai-je dit à la table, puis je suis sorti. Pas avec colère. Pas pour faire un spectacle. Je suis simplement parti parce qu'il n'y avait plus rien dans cette pièce qui nécessitait ma présence. Le trajet de retour a duré 22 minutes. J'ai fait du café,
Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé le nom de ma femme apparaître sur l'écran de mon téléphone 41 fois avant minuit. Mon gendre a appelé 2 fois. J'ai répondu à son deuxième appel. Monsieur, a-t-il dit prudemment. Je veux que vous sachiez que je n'avais aucune idée qu'il serait là. Je sais, ai-je répondu. Repose-toi bien. Je savais depuis 2 mois. Cela n'a pas commencé par des soupçons. Cela a commencé par un prélèvement sur notre carte commune pour un hôtel dans le centre-ville de Columbus, un mardi de janvier, une ville dont nous vivions à 20 minutes. Lors d'une nuit où ma femme m'avait dit qu'elle restait chez sa sœur à cause de la neige. Le montant était de 218 €. Pas alarmant en soi, mais j'avais passé 30 ans à examiner des lignes budgétaires sur des contrats. Et 218 € dans un hôtel du centre-ville un mardi de janvier alors que votre femme dit qu'elle est chez sa sœur, c'est une anomalie. Je n'ignore pas les anomalies. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai appelé sa sœur le lendemain matin, lui demandant avec désinvolture si elle avait aussi été bloquée par la neige. Sa sœur a hésité une seconde de trop avant de dire oui. Cela avait été terrible. Cette hésitation était suffisante. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai examiné 6 mois de relevés bancaires. 3 autres frais d'hôtel, tous en milieu de semaine, tous en centre-ville. Des frais dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble. Un fleuriste, pas pour notre maison. De petits montants, le genre de montant qu'utilise quelqu'un qui comprend que les gros achats attirent l'attention. Quiconque elle fréquentait était prudent. Ma femme était prudente, elle aussi. Mais les gens prudents laissent quand même des traces sur papier. Je n'ai engagé personne. J'ai 63 ans et j'ai négocié des contrats municipaux. Je sais comment trouver des documents publics. L'hôtel qui apparaissait le plus souvent avait un programme de fidélité. Le compte était enregistré sous une adresse électronique partagée que j'ai reconnue comme étant celle que ma femme utilisait pour les lettres d'information et les bons de réduction. Grâce à un contact au bureau de l'évaluateur du comté qui me devait une faveur de longue date, j'ai pu relier l'adresse électronique à un compte de récompense sous un nom que je ne connaissais pas. L'homme travaillait dans l'immobilier commercial. Il était agréé dans l'Ohio depuis 11 ans. Son bureau se trouvait à 4 pâtés de maison de l'hôtel qu'ils utilisaient sans cesse. Je suis resté avec cette information pendant 1 semaine avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je ne suis pas un homme enclin à la rage. Je suis dans les affaires depuis assez longtemps pour savoir que la personne qui réagit en premier perd généralement. Ce que j'ai ressenti plus que tout, c'est une déception spécifique et clarifiante. Le genre qui n'arrive pas avec du bruit, mais qui s'installe doucement, comme un changement de pression avant la météo. Ma femme et moi étions mariés depuis 34 ans. Nous avions construit une vie qui, à tous points de vue visibles, semblait solide. La maison, les enfants, les étés sur le lac. Elle avait travaillé à temps partiel pendant la plus grande partie de notre mariage, avait aidé à gérer la maison, avait élevé nos enfants avec beaucoup de soin et de l'amour véritable. Il n'y avait rien de creux dans ces années-là. C'est la partie qui faisait mal. Pas de découvrir le mensonge, mais de comprendre que la vérité avait été réelle, elle aussi, et que quelque part en cours de route, quelque chose avait changé sans qu'aucun de nous n'en ait parlé à voix haute. J'avais 62 ans. J'avais ralenti mes activités professionnelles, mais pas de beaucoup. Je voyageais pour des travaux de conseil. Mon téléphone n'était jamais complètement éteint. J'avais été présent de toutes les manières matérielles, et peut-être pas assez souvent de la manière qui n'apparaît pas sur un bilan. J'y ai réfléchi honnêtement. J'y ai réfléchi pendant des semaines. Mais penser clairement à ses propres défauts ne vous oblige pas à absorber les choix de quelqu'un d'autre. C'est une distinction que j'avais besoin de faire, et je l'ai faite sans drame. Dans le calme de mon propre esprit, j'ai contacté une avocate. Une femme qui avait géré des litiges successoraux pour 2 de mes anciens partenaires commerciaux et qui avait la réputation d'être rigoureuse plutôt que théâtrale. Elle était au milieu de ses 50 ans, méthodique, pragmatique. Quand je lui ai exposé ce que j'avais, elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle a dit 2 choses. Premièrement, ne touchez pas encore au compte conjoint. Deuxièmement, documentez tout à partir de maintenant et ne changez pas votre comportement. Je ne l'ai pas fait pendant 2 mois. J'allais dîner avec ma femme le vendredi soir. Je lui demandais comment s'était passée sa semaine. J'assistais au match de football de mon petit-fils. Je ne jouais pas la comédie. Je n'accélérais simplement pas les choses avant d'être prêt.
Le lendemain matin du dîner de remise des diplômes de ma fille, j'ai appelé mon avocate avant 8h00. C'est arrivé publiquement, ai-je dit. À quel point publiquement? Dîner de famille, 14 personnes? Il était assis à ma place désignée. Une brève pause. Donc elle savait que vous veniez et a quand même organisé cela. Oui. Ce n'est pas impulsif, a dit mon avocate. C'est une déclaration. Je le savais. J'étais resté dans l'embrasure de la porte de cette pièce et j'avais compris en moins de 10 secondes que ce n'était pas un accident ou un moment de mauvais jugement. Quelqu'un avait décidé que je verrais ce que j'ai vu. Quelqu'un avait décidé que le temps de la discrétion était révolu. Ma femme est rentrée à la maison à 11h00 ce matin-là. J'étais dans la cuisine en train de lire. Elle a posé son sac sur le comptoir et m'a regardé avec l'expression que je l'avais vue utiliser lorsqu'elle se préparait à gérer une conversation difficile. Elle l'avait utilisée une fois lorsqu'elle m'avait annoncé que sa mère était malade. Elle l'avait utilisée la fois où elle avait cabossé mon camion et avait attendu 3 jours pour en parler. Nous devrions parler, a-t-elle dit. D'accord. Elle s'est assise en face de moi. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait aussi l'air, sous la fatigue, de quelqu'un qui avait fait la paix avec une décision avant d'arriver. Je sais que rien de tout cela ne devait se passer ainsi, a-t-elle commencé. Qui a organisé le plan de table, ai-je demandé. Elle s'est arrêtée. Ma sœur a aidé avec les réservations. Est-ce que ta sœur savait qu'il serait placé sur ma chaise? Une pause. J'ai fait le plan de table. Voilà. J'ai hoché la tête une fois et je suis retourné à ma page. Elle m'a dévisagé. Tu ne vas rien dire. Je vais laisser mon avocate parler, ai-je répondu. Elle est meilleure à cela que moi. L'expression de ma femme a changé. Pas pour de la peur, pour quelque chose de plus froid. Tu as déjà appelé quelqu'un ce matin. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Alors c'est tout. 34 ans, et tu as appelé un avocat avant même d'entendre ma version. J'ai levé les yeux du livre. J'ai eu 2 mois pour entendre ta version, ai-je dit. Tu ne l'as pas proposée. La couleur est montée sur son visage. Tu savais. Je savais. Et tu n'as rien dit. Tu as juste observé. Tu es venu dîner. Je suis venu voir ma fille obtenir son diplôme, ai-je dit simplement. Et pour comprendre jusqu'où tu étais prête à aller. Elle s'est levée. Ses mains étaient à plat sur la table. Je ne suis pas la seule responsable de là où nous avons fini. Non, ai-je reconnu. Tu ne le es pas. Mais je ne suis pas celui qui a organisé le dîner. Elle est partie chez sa sœur cet après-midi-là. En sortant, elle a dit quelque chose auquel j'ai souvent repensé depuis. Pas avec colère. Presque doucement. J'ai cessé d'avoir l'impression d'être ta priorité il y a 10 ans. Elle ne le disait pas pour me blesser. Elle le disait parce que c'était vrai. Et parce qu'elle portait cela depuis si longtemps. Je suis resté dans la cuisine un moment après son départ. Je ne me sentais pas vertueux. Je ressentais le poids spécifique de 2 personnes qui s'étaient sincèrement aimées et qui, par degrés et par des inattentions trop petites pour être nommées, avaient cessé de se voir véritablement. C'est un chagrin qui ne s'annonce pas. Il s'accumule comme des sédiments. Mais le chagrin et la responsabilité sont 2 choses différentes. Et le dîner avait franchi une ligne qui rendait une résolution privée désormais impossible. Ma femme n'a pas accepté cette évidence tranquillement. En l'espace d'une semaine, sa sœur avait partagé une version des événements sur les réseaux sociaux qui présentait mon départ du dîner comme un abandon de la célébration de ma fille. Un acte d'égoïsme de la part d'un homme qui s'était toujours fait passer en premier. Les mots étaient soigneusement choisis. Elle ne me nommait pas et ne décrivait pas le plan de table. Elle demandait simplement, de cette manière particulière que permettent les réseaux sociaux, de prier pour une femme confrontée à un mariage difficile. Les commentaires étaient compatissants. Plusieurs personnes qui nous connaissaient depuis des décennies ont contacté ma femme pour lui offrir leur soutien. Un ancien voisin a envoyé des fleurs. Je n'ai rien dit publiquement. On m'avait conseillé de ne pas le faire, et j'étais d'accord avec ce conseil. Mais la semaine suivante, ma femme a pris une mesure différente. Elle et sa sœur sont allées au bureau de mon ancien partenaire commercial, un homme à qui j'avais vendu la moitié de mon entreprise avant ma retraite, et ont demandé à lui parler en privé.
Mon avocate a appris la nouvelle de cette réunion dans les 24 heures par l'intermédiaire d'un contact. Apparemment, elles avaient suggéré doucement que mon état mental était devenu préoccupant, que j'étais instable, que mon comportement lors du dîner de remise des diplômes avait effrayé les gens. Mon ancien partenaire m'a appelé ce soir-là. Il me connaît depuis 26 ans. Je veux juste que tu saches ce qui a été dit, m'a-t-il dit. Pour ce que cela vaut. Je leur ai dit à toutes les deux qu'elles s'étaient trompées de bureau. J'apprécie cela. Tu veux me dire ce qui s'est réellement passé? Je le lui ai dit. Tout. Un long silence. Elle l'a amené au dîner de remise des diplômes sur ta chaise. Seigneur, a-t-il dit doucement. J'ai rencontré mon avocate le lendemain matin et je lui ai parlé de la visite au bureau de mon partenaire. Elle a posé son stylo. C'est un autre type d'escalade, a-t-elle dit. Attaquez votre crédibilité auprès d'un contact professionnel. Y en a-t-il d'autres qu'elle pourrait approcher? Peut-être. Je siège dans 2 conseils d'administration de fondation. Nous avons des amis communs au bureau de planification du comté. Alors nous allons de l'avant, a-t-elle dit délibérément et sans émotion. Elle a rédigé une lettre. Pas agressive, pas menaçante. Simplement exacte. Elle décrivait en termes clairs les preuves documentées de la relation en cours, les dates, les frais financiers sur les comptes conjoints et la nature coordonnée du plan de table du dîner de remise des diplômes. La lettre a été envoyée à l'avocat de ma femme qu'elle avait apparemment engagé 3 jours après avoir quitté la maison. Elle a également été, et c'était la recommandation de mon avocate, pas la mienne, partagée de manière sélective avec les 2 conseils d'administration des fondations dans lesquels je siégeais. Avec une brève note indiquant que je voulais qu'ils aient des informations exactes étant donné que des descriptions trompeuses avaient récemment circulé. Non pas pour nuire à ma femme, mais pour protéger ma propre réputation avant qu'elle ne soit davantage endommagée. La réponse a été rapide. Les 2 conseils d'administration ont répondu dans les 48 heures en exprimant leur confiance continue. Un président, un homme aux côtés duquel j'avais siégé pendant 9 ans, a appelé personnellement et a seulement dit « Nous n'agissons pas sur la base de rumeurs. Nous ne l'avons jamais fait. » L'homme que ma femme fréquentait, j'avais appris son nom à ce moment-là par le biais de documents publics, bien que je ne l'utiliserai pas ici, a fait une tentative d'intervention. Il a appelé mon téléphone portable un jeudi après-midi. Je ne sais pas comment il a obtenu le numéro. J'ai répondu parce que je ne reconnaissais pas les chiffres. Il était mesuré. Il a dit qu'il pensait que nous devrions parler comme des adultes. Il a dit qu'il voulait que je comprenne que ce qui s'était développé entre lui et ma femme était authentique et qu'elle méritait d'être avec quelqu'un qu'il appréciait. Il a dit qu'il espérait que nous pourrions gérer les choses avec dignité. Je l'ai laissé terminer. J'apprécie cet appel, ai-je dit. Le nom et le numéro de mon avocate sont sur liste publique. Tout autre échange doit passer par elle. Puis j'ai raccroché. Il n'a plus appelé. Le processus de médiation a commencé 6 semaines plus tard. Ma femme a engagé un 2e avocat. Le premier lui avait apparemment suggéré que l'affaire n'était pas aussi favorable qu'elle l'avait espéré. Le contrat prénuptial que nous avions signé était modeste et ancien, mais il était valide, et il contenait une clause qui semblait abstraite il y a 34 ans et qui était maintenant structurellement significative. Plus important encore, les retraits sur les comptes conjoints utilisés pour financer les séjours à l'hôtel et les visites au restaurant sur 6 mois constituaient un schéma documentable de détournement financier des biens matrimoniaux. De petits montants individuellement, mais ensemble. Il racontait une histoire. Le nouvel avocat de ma femme s'est montré agressif lors de la séance, ce à quoi je m'attendais. Il a brossé le portrait d'une femme qui avait été mise sur la touche émotionnellement pendant des années, dont les contributions au mariage avaient été sous-évaluées. Qui avait trouvé de la compagnie par besoin plutôt que par calcul. Une partie de tout cela a fait mouche. Un médiateur à la retraite qui a vu beaucoup de mariages ne rejette pas l'idée que la distance émotionnelle est un dommage réel. Mais la distance émotionnelle n'est pas la question juridique sur la table. La question juridique est ce qui a été fait en réponse à cela. Mon avocate était calme et précise. Elle a présenté la documentation financière sans faire de commentaires. Elle a noté le plan de table lors du dîner de remise des diplômes et son caractère délibéré. Elle a noté le contact pris avec mon partenaire commercial et son intention. Elle n'a pas élevé la voix une seule fois. Pendant une pause, ma femme et moi nous sommes retrouvés seuls dans le couloir pendant 30 secondes. Elle m'a regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis un moment.
Pas de la colère, pas de la stratégie. Juste de l'épuisement. Tu t'es vraiment préparé à tout cela, a-t-elle dit. Je me suis toujours préparé, ai-je répondu. Je trouvais cela rassurant autrefois, a-t-elle dit. Et puis je ne l'ai plus trouvé. Il n'y avait rien à répondre à cela. Elle disait la vérité. Je l'avais entendu. Je l'avais juste entendu trop tard. Et dans le mauvais ordre. L'accord a été finalisé 5 semaines après le début de la médiation. Elle a reçu sa part des biens détenus conjointement. La maison au bord du lac qu'elle avait toujours aimé plus que moi. Et une partie des fonds de retraite accumulés pendant le mariage. Elle a renoncé à ses droits sur les capitaux propres de l'entreprise, qui avait été structurée avant notre mariage sous une société de portefeuille distincte. Elle a conservé son véhicule, ses économies personnelles. Et l'arrangement a semblé aux 2 avocats être ce qu'il était, la clôture de quelque chose qui se terminait depuis plus longtemps que l'un ou l'autre de nous n'avait été prêt à l'admettre. Je l'ai signé un lundi matin. Mon avocate a signé comme témoin. Elle m'a serré la main ensuite, ce qui était la chose la plus professionnelle que quiconque ait faite depuis des mois. Son petit ami, ai-je appris par une source indirecte, n'avait pas poursuivi la relation une fois que les procédures légales avaient commencé sérieusement. Je ne saurais dire si la difficulté de la situation a modifié son intérêt ou si c'est autre chose. J'ai cessé de me poser des questions à ce sujet au bout d'une semaine. Certaines choses ne valent pas l'espace mental qu'elles occupent. Ma fille m'a appelé le jour où le divorce a été finalisé. Nous n'avions pas parlé directement du dîner. Elle avait envoyé un message le lendemain matin disant seulement « Je suis désolé, papa ». J'avais répondu qu'elle n'avait pas à s'excuser. Et je le pensais. Lorsqu'elle a appelé ce lundi-là, elle m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien et je disais surtout la vérité. « Étais-tu en colère » a-t-elle demandé. Pendant le dîner, brièvement, et après y avoir réfléchi. « Triste » ai-je dit. Pendant longtemps, j'étais surtout triste. Elle est restée silencieuse un moment. Elle n'était pas heureuse. « Papa, pendant longtemps, je le sais. » J'ai dit, moi non plus. J'étais juste trop occupé à être productif à ce sujet. Ma fille a toujours été perspicace. Elle a ri doucement à cela. Le genre de rire qui reconnaît quelque chose de douloureux sans le minimiser. Elle va être excellente dans son travail. Elle l'est déjà. J'ai emménagé dans une maison plus petite en avril. Un endroit en dehors de la ville avec un vrai bureau et une véranda orientée à l'est. J'ai toujours été un lève-tôt. Les matins y sont calmes, de la manière dont les matins devraient l'être. J'ai repris le conseil à temps partiel, principalement pour des projets d'infrastructure du comté. Le genre de travail qui exige de l'expérience plutôt que de la rapidité. Un jeune ingénieur que j'avais encadré pendant des années m'a engagé comme conseiller principal sur un projet de bassin versant. Un travail sans prestige. Techniquement exigeant, le genre qui était autrefois le centre de ma vie. J'avais oublié à quel point les problèmes concrets, les calculs, les visites de chantier, la satisfaction particulière de résoudre quelque chose de physique et de durable m'avait manqué. J'avais passé ces dernières années tellement concentré sur les affaires de l'entreprise que je m'étais éloigné de la chose pour laquelle j'étais doué avant d'apprendre à être doué pour diriger les choses. Il y a une clarté qui vient de la perte qui ne peut être fabriquée. Je ne recommande pas le chemin, mais je reconnais la destination. Après 34 ans à construire quelque chose avec une autre personne et à le voir s'effondrer dans une salle à manger privée à Columbus, soit vous vous effondrez avec, soit vous le laissez vous réorganiser. J'avais 63 ans. J'avais vu assez de ruines pour savoir que ce qui vient après est généralement plus calme et plus utile que ce qui a précédé. La femme qui m'a présenté ce qui a suivi était une ingénieure en structure que j'avais croisée à 2 reprises au fil des ans lors d'appels d'offres du comté. Elle avait 61 ans, récemment veuve, directe de la façon dont les gens le sont quand ils n'ont plus la patience d'être autrement. Nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre lors d'un dîner d'une association professionnelle en septembre. Aucun de nous ne voulait particulièrement être là, et nous avons passé les 10 premières minutes à parler d'un projet de réparation de pont dans la zone rurale de l'Ohio, et les 2 heures suivantes à parler de tout le reste. Elle n'a fait aucun effort pour m'impressionner. Je n'ai fait aucun effort pour faire un spectacle. Nous avions tous les deux dépassé l'âge où ce genre de choses semble valoir l'énergie que l'on y consacre. Lors de notre 3e dîner, elle a dit les choses telles qu'elles étaient. « J'aime passer du temps avec toi », a-t-elle dit. « Je ne suis pressé de rien,
mais je ne veux pas être flou quant à la direction. Moi non plus, ai-je répondu. Elle m'a étudié de la manière dont les ingénieurs étudient les problèmes de portance. Minutieusement. Sans se précipiter vers une conclusion. Tu es plus stable que ce à quoi je m'attendais, a-t-elle finalement dit. Étant donné ce que tu as traversé. J'avais l'habitude d'être stable, ai-je dit. Je l'ai juste appliqué à quelque chose d'utile pour une fois. Elle a souri à cela. Pas d'un grand sourire. Le genre de sourire qui signifie que quelqu'un vous a réellement entendu. Nous avons avancé lentement, délibérément. Il n'y avait aucune urgence entre nous. L'absence d'urgence s'est avérée être le fondement de quelque chose plutôt que l'obstacle à cela. Nous avons parlé de son mari, un homme bon décédé d'un accident cardiaque à 58 ans, 18 mois auparavant. Elle a parlé de lui sans jouer la comédie, avec le genre d'honnêteté qui vient d'avoir sincèrement aimé quelqu'un et de l'avoir sincèrement pleuré. Je respectais cela. Elle avait son travail. J'avais le mien. Nous avons partagé des dîners et de longs trajets en voiture, et finalement, un soir sur sa véranda arrière en regardant un orage traverser les champs, une conversation sur ce à quoi pourrait ressembler le prochain chapitre si nous devions le construire prudemment et sans illusion. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, a-t-elle dit. Tant mieux, ai-je répondu. Je suis à la retraite de cela. Elle a ri. Elle a réellement ri. Cela ressemblait à une éclaircie. Il y a des choses que je sais maintenant et que je ne savais pas il y a un an. Non pas parce que je suis plus sage, mais parce que perdre quelque chose vous apprend ce que vous teniez de manière incorrecte. J'ai considéré mon premier mariage comme un contrat qui s'exécuterait de lui-même si je continuais à faire des dépôts. J'ai oublié qu'un contrat entre personnes exige une lecture, une renégociation, une attention aux termes qui changent au fil du temps. J'étais minutieux dans ma vie professionnelle et négligent dans ma vie personnelle. Je pensais que subvenir aux besoins était la même chose qu'être présent. Pendant des années, cela a suffi. Et puis, progressivement, ce ne fut plus le cas. Et aucun de nous ne l'a dit à voix haute jusqu'à ce que le silence ait duré si longtemps qu'il est devenu sa propre sorte de réponse. Je ne suis pas le méchant de cette histoire, mais je n'en suis pas entièrement absent non plus. C'est la version de l'honnêteté qui prend le plus de temps à atteindre. Ce que je sais clairement, c'est ceci. Je ne méritais pas d'être diminué devant ma famille. Je ne méritais pas d'être dirigé, manipulé, ou qu'on me mente. Et la façon dont j'ai réagi, non pas avec fracas, non pas avec des représailles, mais avec de la documentation et une résolution tranquille, n'était pas de la froideur. C'était la seule forme de respect de soi que je savais pratiquer. Si vous êtes déjà entré dans une pièce et que vous avez compris immédiatement que vous étiez la dernière personne à savoir ce que tous les autres avaient organisé, vous connaissez le silence particulier qui s'ensuit. Ce n'est pas du choc, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance que quelque chose que vous pensiez solide et creux depuis un certain temps et que vous étiez simplement le dernier à taper sur le mur. Vous avez des choix à ce moment-là. La plupart d'entre eux sont mauvais. Le bon choix est le plus difficile. Vous sortez sans faire de scène. Vous vous préparez sans paniquer. Vous répondez sans cruauté. Et vous laissez les faits parler d'eux-mêmes. Parce qu'une vie construite honnêtement laisse des traces. 34 ans, 2 enfants, 11 États, une entreprise construite à partir d'un seul contrat de compter sur lequel j'ai failli ne pas faire d'offre. C'était une vraie vie. Je ne vais pas la balayer d'un revers de main. Ce que je dirai à la place, c'est ce que j'ai dit à mon fils le matin avant de signer les papiers définitifs. Il m'avait demandé si j'étais sûr. Il a 31 ans, il est pragmatique comme sa mère, têtu comme moi. J'en suis sûr, ai-je répondu. Est-ce que ça va? J'ai pensé à la véranda orientée à l'est, aux orages sur les champs de l'Ohio, à la satisfaction particulière des problèmes qui ont des solutions. Si vous êtes assez patient pour les trouver. Je vais bien, ai-je dit. J'ai déjà construit des choses à partir de rien. Il est resté silencieux un moment. Qu'est-ce que ça fait de recommencer à ton âge? Ce n'est pas recommencer, ai-je dit. C'est commencer correctement. Il n'a pas entièrement compris cela. Il a 31 ans. Il comprendra. Si vous vous trouvez ici, à la fin de quelque chose que vous avez construit avec soin, et que vous essayez de décider à quoi ressemble l'honnêteté quand tout est dépouillé, je veux que vous sachiez ce que j'ai appris au cours des mois qui ont suivi ce dîner. Le calme n'est pas une faiblesse. La préparation n'est pas de la cruauté.
Et quitter une pièce où l'on vous a rabaissé, ce n'est pas fuir quelque chose. C'est marcher vers soi-même.